Les pensées d'un peuple peuvent-elles façonner le destin d'un pays? Selon certaines théories, nos croyances individuelles s'agrègent pour former une entité collective, ce qu'on appelle un égrégore, une force invisible, agissante, capable d'influencer une société tout entière. Alors à quoi ressemble l'égrégore de la France? Quels sont ses bienfaits, ses dangers, et peut-il réellement orienter notre avenir? Il y a plusieurs mois, j'avais reçu Astrid Dulot-D'Allemand, psychanalyste et conférencière, experte à l'APM, et Vincent Lauvergne, auteur et spécialiste des médecines douces et de l'ésotérisme, pour explorer toutes ces questions. Et aujourd'hui, on rediffuse cette émission sur YouTube à l'occasion de la sortie du nouveau numéro d'Inexploré Magazine. Pourquoi? Parce que nous célébrons les 150 ans de la naissance de Carl Gustav Jung, père de l'inconscient collectif. Dans ce numéro exceptionnel, vous allez découvrir des clés pour comprendre la mythologie, les archétypes et le concept de l'unus mundus, des pistes pour réconcilier les forces opposées en nous à travers l'anima et l'animus, des réflexions aussi pour réenchanter notre rapport au monde, pourquoi nos lieux de vie nous façonnent et comment les voyages transforment notre psyché. Abonnez-vous pour recevoir la version papier directement chez vous ou optez pour Inexploré Digital si vous préférez garder tous ces sujets dans votre poche. On compte sur votre soutien et maintenant, place à l'émission. La France a-t-elle un égrégore ? Chère Astrid, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer l'émission, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Oui, brièvement. Donc, je suis psychanalyste et en même temps, je suis chercheur et conférencière. Et donc, je suis experte à l'APM et j'interviens dans des clubs APM dans l'ensemble de la France et du monde, en fait. Redites-nous, APM. APM, Association pour le progrès du management. Cher Vincent, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer l'émission, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Alors bonjour Sébastien, donc, je m'appelle Vincent Lauvergne, je travaille dans le milieu des sciences occultes, on va dire, de l'ésotérisme et des médecines douces depuis plusieurs dizaines d'années. Mes centres d'intérêt principaux sont les sciences sacrées de l'Antiquité, astrologie, magie, alchimie. Donc je suis auteur, j'écris des ouvrages, conférencier depuis pas mal de temps, quoi. Alors j'ai découvert vos travaux grâce à une amie commune qui m'a partagé avec enthousiasme la sortie de votre livre. Et je dois dire que quand j'ai aperçu le titre, j'étais loin de penser que j'allais découvrir un certain nombre d'expertises que j'avais toujours cherchées et que je n'avais jamais trouvées, à savoir comment décrypter la géopolitique sous l'angle de la psychanalyse. Et surtout, afin de répondre à cette interrogation, si notre esprit influence notre corps, est-il possible qu'une toile invisible influence le monde, et notamment les pays? Ça va être le fil conducteur de notre entretien. Alors on s'est rencontrés pour la première fois au Café Daguerre, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Paris, sur les recommandations de Simon Alix, figurez-vous, le frère de Stéphane, qui m'a dit quelques semaines avant notre rencontre, c'est un alchimiste des plantes qui parle aux esprits de la nature. C'est vrai alors? Ouais, il a résumé un petit peu, il a contracté un peu tout, disons que oui, je pratique l'alchimie, j'ai une grande connexion, on va dire, avec les plantes depuis tout petit même. Et donc voilà, et donc dans mon parcours, voilà, j'ai cette espèce de sensibilité à la nature et à ce qui nous entoure finalement, et j'essaye de comprendre en fait les lois qui sont derrière tout ça. On va y revenir, mais tout de suite, on va inaugurer ensemble la tradition d'ouverture de cette émission qui veut que nos invités ferment les yeux quelques instants avant de répondre à ma première véritable question. Vincent, est-ce que vous voulez bien fermer les yeux? Oui. Astrid, vous avez étudié à Sciences Po, me semble-t-il, réalisé différentes expériences professionnelles au sein d'organisations internationales. Quel a été l'événement déclencheur de votre quête d'intériorité, de votre chemin spirituel? Alors, l'élément déclencheur, c'est vraiment un cancer. J'étais déjà un peu sur ce chemin depuis de longue date, en fait, à travers les voyages que j'avais pu faire dans le monde, à travers aussi ma recherche personnelle venue de ma tradition familiale, en fait. Mais je crois que vraiment l'élément le plus déclencheur, ça a été ce cancer que j'ai eu à 40 ans
Et j'avais l'impression vraiment que c'était un peu une cerise sur le gâteau, sur une vie qui avait été un peu difficile jusque-là, et que vraiment c'était un événement qui m'a terriblement déstabilisée. Et à un moment donné, j'ai presque voulu sortir de cet événement en même me permettant de quitter ce corps pour éventuellement disparaître. Ça a été vraiment un événement important pour moi. Et c'est ce qui m'a permis en fait de partir sur complètement autre chose, qui a été le processus d'individuation cher à Jung, et qui a été vraiment petit à petit de découvrir qui j'étais, d'aller vers ce qui me paraissait juste pour moi, et sortir un peu des traditions peut-être plus familiales ou environnementales, en tout cas celles qui m'environnaient, pour aller davantage vers moi. Comment vous avez vécu cette épreuve du coup? Pour vous, la maladie a trouvé un sens? Comment vous l'avez? Ah oui, la maladie a vraiment trouvé un sens dans la mesure où je crois que quand je dis la cerise sur le gâteau, j'avais ce sentiment d'être un peu dans un tunnel pour beaucoup de raisons différentes qui étaient liées à mon histoire personnelle et aux difficultés que j'avais pu rencontrer. Je pense que la maladie a été un peu une conséquence de tous ces événements préalables et de peut-être quelque chose qui était un peu négatif dans lequel je pouvais éventuellement vivre. Et je crois que cette maladie a été, voilà, soit j'avance différemment, soit je reviens en arrière, mais cette fois-ci, je ne pourrais pas continuer de vivre dans les conditions dans lesquelles je vivais. Donc le choix était vraiment assez fort. En tout cas, il était beaucoup plus fort que tout ce que j'avais pu vivre jusque-là. Et ça a été un nouveau départ. Qu'est-ce que vous avez changé, du coup, dans votre approche de vie? La première chose que j'ai changée, c'est ma perception de la vie. C'est-à-dire que je pense que j'avais une perception un peu sombre et négative de la vie. Et là, j'ai touché du doigt quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement aimant, à travers une expérience spirituelle que j'ai vécue à ce moment-là, et qui m'a permis vraiment de retrouver de l'espoir, de la joie, et d'avoir l'impression même que j'avais vécu à côté de mes chaussures, comme on dit vulgairement, à côté de ces pompes. J'avais ce sentiment d'avoir vécu un trajet personnel qui était loin de ce que j'étais et qui ne me permettait pas de me réaliser en fait et de m'épanouir. Vous savez que depuis 30 ans, le nombre global de nouveaux cas de cancer en France augmente chaque année. On compte désormais 380 000 nouveaux cas par an. Vous pensez que ça a un sens aussi d'observer ces statistiques qui sont grossières, mais... Je pense que oui, parce que les cellules cancéreuses, en fait, ce sont des cellules qui refusent l'apoptose. C'est la mort des cellules pour leur renouvellement. Et donc, je pense qu'on est dans des sociétés où d'abord on accepte beaucoup plus difficilement la mort, on accepte difficilement aussi la vieillesse, et en fait, on ne s'inscrit plus dans le cycle de la vie de manière naturelle. Or, quand on ne s'y inscrit plus, à un moment donné, il y a un dysfonctionnement qui en tout cas, apparaît. Je crois que sur un plan collectif, ça pourrait être un des révélateurs, en tout cas, de quelque chose qui dysfonctionne, de ce point de vue-là. C'est à partir de cette épreuve, néanmoins, que vous découvrez le monde des thérapies? Absolument, parce que Alors, j'avais commencé un tout petit peu avant d'entrer à l'hôpital. Et c'est cette thérapeute d'ailleurs qui m'avait dit, parce que j'étais quand même très très sombre en arrivant à l'hôpital, et elle m'avait dit si rien ne va plus, répète juste une phrase, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et cette phrase me paraissait vraiment très étrange, je ne voyais pas la volonté de qui, pour faire quoi, comment, enfin bon. Et en fait, au cours de ma maladie, j'ai eu 3 jours d'absence forte, après des souffrances qui étaient physiques extrêmement fortes. Et bon, il y avait une infirmière qui avait oublié de me donner les anesthésies pendant la nuit. Enfin, je venais de subir des opérations assez lourdes, donc c'était vraiment très très pénible. Et j'ai eu le sentiment que voilà, maintenant ça suffisait. J'étais en train de quitter mon corps. Je le sentais d'ailleurs. C'était une sensation très agréable parce que j'avais l'impression de décoller et de sortir du coup de la souffrance. Je ne sentais plus la souffrance. Puis à un moment donné, j'ai quand même eu une espèce de, je sais pas, oui, enfin, quelque chose qui en fond de moi a réagi en me disant mais et si tu te trompais, si c'était pas ça vraiment que tu avais à faire et si ton chemin ne devait pas s'arrêter là. Et à ce moment-là, cette phrase est revenue. Et cette phrase m'a fait beaucoup cheminer. Et en fait, je la répétais un peu de manière automatique au départ, jusqu'au moment où j'ai ressenti un amour absolument hallucinant qui m'a littéralement submergée et je ne pouvais pas imaginer que j'étais aimée à ce point-là. Et en fait, cet amour m'a transformée de manière profonde, même si pour autant le chemin était loin d'être fini. C'est comme une petite... oui, quelque chose que vous recevez à un moment donné et qui ensuite vous fait cheminer et continue de vous faire cheminer. Je pense que c'était un lien avec mon grand soi, comme dirait Jung, en fait. Et venait d'où cet amour? Vous en avez une idée? Je pense que c'était ce que Jung appelle le soi, le grand soi, qu'on a tous en nous, ce côté universel en nous, qui est sacré, qui est le lumineux, ce qui nous met en lien avec l'univers, si on est un petit peu plus large que
que dans les religions classiques, on peut lui mettre toutes sortes de noms, mais je crois que c'est l'amour ou l'intelligence d'amour qui est dans l'univers, qui est dans tout et qui est dans la vie. C'est ce que vous apprenez du coup lors de vos études de psychothérapie et de psychanalyse, quand vous vous reconvertissez finalement? Oui, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les études en psycho peuvent paraître un petit peu froides parfois et un peu inhumaines tellement elles sont froides. C'est un peu clinique par définition. Et en même temps, j'ai eu la chance d'être de participer à 2 écoles qui étaient particulièrement humanistes et dans lesquelles en fait on avait un lien avec les professeurs qui était très fort et qui nous transmettaient vraiment leur expérience. On était des petites entités et donc on avait une spécificité qui était l'intégration. Systématiquement, l'idée de cette école, c'était pas seulement d'apprendre intellectuellement des théories, mais aussi de voir en quoi elles nous faisaient bouger à l'intérieur de nous, comment on les ressentait, qu'est-ce que ça faisait remonter de nos émotions ou des éléments de notre vie qui du coup rejaillissaient par là. Vous avez beaucoup voyagé dans votre vie? Oui, j'adore voyager. Où est-ce que vous êtes allé et qu'est-ce que vous avez aimé découvrir? Alors, je crois que ce que j'aime découvrir quand je pars en voyage, c'est vraiment apprendre à découvrir des cultures différentes, des mondes différents, des façons d'appréhender le monde justement aussi différentes. J'ai été beaucoup en Amérique latine au départ. Après Sciences Po, en fait, j'ai fait un voyage de 3 mois en Amérique latine. Et donc là, successivement, je suis passée du Pérou, la Bolivie, l'Argentine, le Brésil, des pays qui m'ont fascinée et que j'ai trouvé absolument passionnants. Je raconte dans mon livre que dans le chemin des Incas, qui est un chemin qu'on fait à partir de Cusco, c'est 4 jours dans la montagne, c'est une merveille, c'est d'une beauté extraordinaire. C'est dur aussi, mais c'est très beau. Et quand on arrive en fait tout à fait au-dessus, à la fin du chemin, on arrive au-dessus du Machu Picchu. On appelle ça la porte du soleil. Et donc le matin, on est les premiers évidemment à avoir le site pour nous, puisqu'à ce moment-là, il n'y a personne d'autre. Et là, il y a une sensation de majesté et de puissance que je garde encore en moi, parce que ce sont des émotions qui étaient d'une force. Et je me disais, je peux considérer que c'est très difficile pour les Péruviens aujourd'hui de se réapproprier cette histoire qui a été tellement puissante. Et aujourd'hui, c'est un peuple qui doit se sentir un petit peu dans l'impuissance, probablement en tout cas. Donc vous vous définissez comme magicien quelque part, et dans le mot magie, il y a la magie. On peut donc penser qu'être magicien, c'est révéler le pouvoir de l'esprit. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première expérience marquante que vous avez eue avec le monde invisible? Il y en a eu beaucoup en fait. Marquante, la plus importante, enfin une des premières les plus impressionnantes on va dire, c'était quand j'apprenais l'hypnose finalement. J'apprenais l'hypnose, mais l'hypnose comme on l'apprenait au 19e siècle, c'est-à-dire à l'époque l'hypnose elle était enseignée dans les livres de magie. Et donc j'avais fait faire une expérience de voyance sous hypnose, on va dire, de voyance dans le futur à une personne. Et cette personne s'est retrouvée nez à nez avec quelque chose qu'elle nous a décrit comme une... Alors on en a déduit que c'était une entité, mais elle nous a décrit vraiment un visage, un corps, tout ça. Et elle en avait très très peur. Et quand elle est, du coup, comme on n'arrivait pas à aller plus loin ou à faire autre chose, donc je l'ai réveillée, j'ai ramené cette personne. Et le problème, c'est qu'en revenant, elle s'est retrouvée avec l'entité qu'elle avait vue, avait été ramenée aussi. Et l'entité n'était pas super gentille, on va dire. Et elle a commencé à lui taper dessus, elle se prenait des coups et tout ça. Et on voyait des bleus qui apparaissaient en fait sur son corps. Donc c'était un peu flippant, faut reconnaître, surtout à 17 ans. Donc voilà, et comme bon, moi j'ai commencé très jeune en fait dans tout ça, donc j'ai pratiqué mon premier exorcisme en fait à cette occasion-là, et donc c'était très impressionnant parce que donc c'était une de mes copines on va dire, et puis et on était avec un autre ami, on était tous les trois à faire des expériences, et donc on s'est retrouvés à réciter en fait un exorcisme, on était à 2 à la tenir par la main, et il y avait quelque chose qui la tirait en arrière, mais qui tirait vraiment quoi, et nous on tirait de notre côté tout le temps en fait de l'exorcisme. Et ça, c'est clair que c'est une expérience qui marque en fait longtemps. Mais d'où elle venait cette entité? Après, on ne sait pas. Du futur. Dans ce qu'elle nous disait, elle, parce que finalement, il n'y avait que elle qui la voyait. Elle l'a vue dans le futur, en fait, et cette entité s'est retrouvée... alors à l'époque, c'était dans le salon de mes parents, quand même, de chez mes parents. Et cette entité était dans le salon autour de nous, quoi. Et elle lui tapait dessus, et enfin, ça a été vraiment... ça a été assez choquant, en fait. Mais comment vous êtes
sûr que c'était une entité du coup? Enfin, On est sûr de rien finalement. On n'est pas sûr de ce que c'était. En plus, surtout à l'âge que j'avais aucun moyen d'analyser ou de. Bon, ouais, à l'époque, je faisais des expériences pour faire des expériences, quoi. Donc, je ne savais pas ce que j'allais avoir derrière. Et du coup, non, tout ce qu'on peut savoir finalement, c'est ce qu'elle nous disait. Donc, elle nous disait que c'était une personne. Elle disait que c'était une personne qui est venue et qui ne voulait pas qu'on voit trop loin dans le futur et qui lui tapait dessus, quoi, qui était extrêmement violent avec elle pour qu'on arrête, quoi. Et voilà, et c'est tout ce qu'on sait vraiment. Je crois que c'est encore plus troublant parce que finalement, on l'a fait repartir, mais on ne sait pas qui c'était, ce que c'était, pourquoi, rien, on ne sait rien. Surtout qu'après, elle ne voulait plus repartir. L'amie, elle ne voulait plus faire d'expérience comme ça après. Vous pensez que ça peut être dangereux, la magie, la pratique de la magie? Oui, bien sûr, oui, ça peut être dangereux. Oui, de toute façon, à partir du moment où on va toucher en fait à ce qui se cache derrière l'esprit humain, finalement, oui, c'est dangereux. On sait qu'aujourd'hui, la majorité des maladies sont psychosomatiques, par exemple. On sait que notre esprit peut nous abîmer, peut nous faire du mal. Donc oui, à partir du moment où on va voir au-delà de l'esprit, oui, c'est dangereux. Oui. Comment vous parleriez de la magie? C'est quoi pour vous? J'aime bien comparer la magie à de la physique, en fait. Parce que réellement, à l'origine, les premiers magiciens, c'était des physiciens, en fait. C'était juste des gens qui observaient ce qui se passait autour d'eux et qui voulaient apprendre, en fait, les lois de la nature, finalement. C'était ça, hein. On parlait de magie naturelle, d'ailleurs, puisque c'était comprendre les lois de la nature, comment fonctionnent les astres, comment fonctionne tout ce qui était autour d'eux. Et ils y mettaient, derrière tout ça, une dimension sacrée et une dimension spirituelle, en fait. Donc, ce que la physique a perdu de nos jours, c'est toute cette dimension en fait sacrée et spirituelle qu'on retrouve encore dans la magie avec cette omniprésence de ce qu'on appelle l'énergie par exemple aujourd'hui. En fait c'est toute cette dimension là qu'on ne voit pas en physique par exemple, même si aujourd'hui en physique quantique par exemple, en astrophysique, tout ça on commence à se dire qu'il y a autre chose, quoi, il y a quelque chose d'autre. Bah, disons que la magie ça fait longtemps qu'ils appréhendent cette autre chose en fait. Vous avez étudié du coup la lithothérapie, le soin grâce aux pierres, la spagyari, l'alchimie végétale, l'aromathérapie et bien d'autres choses, mais il n'y a pas d'école de magie en France. Comment on se forme à ces disciplines? On se forme tout seul. Moi, surtout à l'époque, parce que donc, moi c'était il y a plus de 30 ans en fait, donc il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc on se forme tout seul, il n'y a pas le choix. Même les boutiques ésotériques, aujourd'hui, on peut acheter des livres ésotériques dans des grandes surfaces, des choses comme ça. À l'époque, non. Hein, la boutique ésotérique, il y en avait une seule à La Rochelle, elle était grande comme un placard, quoi. C'était vraiment, c'était tout petit, quoi. Et donc, il fallait demander à la personne qui la tenait, qui, elle, savait ce qu'elle vendait, en fait. Et il fallait lui demander des conseils de lecture et tout ça. Donc moi, je dis souvent que j'ai eu des guides, voilà, sur mon chemin au fur et à mesure. C'était des gens comme ça, en fait. La libraire, mon premier guide, c'était cette libraire qui me disait « bah non, tu devrais lire plutôt celui-là plutôt que celui-là, parce que ça sera plus intéressant pour toi et tout ça. » Donc c'est comme ça, en fait. Et au fur et à mesure de mon évolution, j'ai eu des guides comme ça qui me donnaient des pistes, en fait. Mais comment on passe de la lecture à un mode plus opérationnel, finalement? Il faut se lancer. C'est comme pour apprendre à nager, en fait, si on ne se jette pas dans l'eau à un moment donné. C'est pour ça que j'ai fait plein de... Alors, je vais dire bêtises, mais au final, c'est ce qui fait mon expérience aujourd'hui. Mais étant jeune, moi, quand je lisais un truc dans un livre, pour y croire, il fallait que j'essaye, quoi. Donc, j'essayais. Donc, quand notre cher ami Simon me parlait d'esprit de la nature, comment vous me parleriez de ce terme, esprit? Ça veut dire quoi pour vous? Alors, au-delà de l'esprit, en fait, ce serait plus une énergétique, une espèce d'énergie qui alimente, on va dire, tout ce qui nous entoure et qui va se composer sous forme d'égrégores. Alors, on en reparlera des égrégores tout à l'heure, mais sous forme d'égrégores pour créer une espèce d'entité. Mais il ne faut pas voir ça comme des entités humaines, par exemple, où c'est plus des travailleurs acharnés, en fait, qui sont dédiés aux plantes, aux arbres, à des choses comme ça. Et c'est plus sous forme d'énergie. C'est pareil, je dis souvent que l'invisible est par essence invisible, donc on ne peut le percevoir, on ne peut pas le voir, donc il n'a pas de forme. Et donc la forme qu'on va donner à ces entités, c'est une forme que notre mental va créer en fonction de notre culture et de nos croyances. Du coup, la même énergie peut être perçue de manière très différente par des hindous, par des bretons, par exemple, qui voient des korrigans, ou par d'autres cultures, par exemple. Ça veut dire que le cadre culturel, finalement, d'un peuple peut influencer sa vision justement de l'invisible? Ah, complètement. Complètement, en fait.
culturel, le cadre des croyances aussi, enfin tous les filtres finalement qu'on a quand on perçoit la réalité, notre réalité finalement, eh bien oui, ça va jouer et ça va donner une image différente. Un chrétien peut voir un ange par exemple, alors que, je disais tout à l'heure, un hindou, il peut voir un deva, il peut voir une autre entité avec une autre forme en fait, complètement. Mais ça sera toujours la même énergie. Vous les percevez, vous? Alors moi, je vois rien, je ne suis pas médium, donc je vois rien directement. J'ai des ressentis, par contre, c'est plus, on pourrait parler de kinesthésie, davantage. Après, j'ai eu des visions aussi, mais dans le cadre de rites, avec un miroir magique, par exemple. Je pratique ce qu'on appelle la théurgie, c'est-à-dire que j'appelle des entités, justement, entités liées aux éléments. Et donc là, effectivement, ouais, dans le cadre rituel, dans le miroir magique, j'ai un grand miroir, en fait, qui fait 1 mètre sur 1,50 m. Et dans le miroir, oui, j'ai vu des entités en 3 dimensions et tout devant moi, enfin des choses assez impressionnantes. Ouais. Comment, du coup, on peut être magicien sans voir, justement, ou percevoir l'invisible? Comment vous... En fait, on ne voit pas tout. En fait, on perçoit. Moi, je perçois, je ressens les énergies, on va dire. Mais la vision, c'est un sens parmi 5 autres sens, en fait. Et donc, il y en a qui... Moi, j'ai connu, par exemple, des médiums qui entendaient. Eux, ils entendaient des voix tout le temps. Des entités qui leur parlaient à l'oreille. Voilà, il peut y avoir plein de choses différentes. Moi, c'est vraiment plus quelque chose... Ça fait comme des certitudes ou comme un espèce de ressenti. Je sens qu'il y a quelque chose ou je sens qu'il y a une présence. Ça fait comme une certitude à l'intérieur de moi. Mais c'est tout. Et après, bon, dans un cadre rituel, encore une fois, là, on va avoir davantage de perception parce qu'il y a le cadre, en fait, parce que tout est fait pour. Et dans la vie de tous les jours comme ça serait compliqué. Alors votre expertise, celle pour laquelle je vous ai invité, du moins, c'est à la fois la géopolitique et la psychanalyse. Est-ce que vous pouvez nous redire finalement quelle est la définition ou comment vous percevez ces 2 mots? Oui, la géopolitique, c'est tout ce qui concerne les relations internationales, enfin le lien entre les différents États, la façon dont ils interagissent ensemble, et un peu tout ce qui permet d'analyser ou de comprendre ce qui se passe donc dans les relations internationales entre les États. La psychanalyse, c'est plutôt l'étude évidemment de l'individu, de l'âme de l'individu. Moi, je parle d'âme, on peut parler de personnalité, mais évidemment d'inconscient, c'est-à-dire aller chercher dans la personne les choses ou les ressorts cachés ou les ressorts qui la font agir malgré elle. Donc ça, c'est la psychanalyse. On va essayer de comprendre et de décrypter ce qui se passe dans l'inconscient de la personne ou l'aider à le décrypter pour qu'elle soit plus consciente du chemin qui est le sien, pour qu'elle en soit consciente, donc qu'elle puisse agir. Sinon, on subit, on n'agit pas. Donc, ces 2 mots sont assez différents, oui, ça c'est clair. Et d'où est né, du coup, votre travail sur l'inconscient des peuples? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se sont structurées vos recherches? Oui, ça a commencé quand j'étais à la commission trilatérale. Ça a été ma première expérience, hein, j'étais toute jeune fille ou femme. J'ai eu l'occasion, c'était assez merveilleux, parce que c'était une organisation qui avait été créée par David Rockefeller. Brzezinski était son premier dirigeant. Et c'était une organisation sur 3 pôles géographiques, donc États-Unis, Japon et Europe. Et l'idée, c'était vraiment de faire une coopération économique et politique entre ces 3 zones. Le Japon, à l'époque, n'avait pas le partenariat équilibré que nous avons aujourd'hui avec lui. Et donc, l'idée, c'était ça. Et puis, en fait, dans cette instance, il y avait énormément de personnalités et d'experts de toutes les zones, et qui étaient tous des gens assez remarquables et passionnants. Et donc, on était au centre, en fait, d'une diversité déjà, et aussi d'une information sur le monde qui était absolument hallucinante. Et en fait, il y a une chose qui me frappait toujours dans les discussions que nous avions tous ensemble. Bon, moi, je faisais partie du staff, mais j'écoutais évidemment ce qui se passait. Et en fait, l'idée, c'était que il devait y avoir un expert de chaque zone. Et ensemble, ils devaient définir un petit peu qu'est-ce qui allait se passer dans les 10 années à venir dans le monde, les problématiques principales, et du coup, quelles seraient les propositions de solutions, de recommandations pour éviter ces problématiques. Donc ça, c'était l'objectif. Et en fait, j'étais toujours étonnée de voir combien les personnes qui s'exprimaient, en fait, n'avaient pas la même vision des challenges, qui n'avaient pas la même vision des menaces, n'avaient pas la même vision de ce qu'il fallait faire, ou même ne serait-ce qu'analyser la situation.
alors qu'on se dit, analyser une situation, bon, par définition, on doit avoir à peu près la même perception, pas du tout. Donc ça, c'est déjà une chose qui m'avait frappée. Et puis, on avait tellement de gens différents et de zones géographiques différentes que moi, je les étudiais forcément. Ils passaient dans mon bureau, je voyais un peu comment ils se comportaient, comment ça fonctionnait. Donc c'est venu déjà de ça. Et puis petit à petit, mes voyages ont rajouté évidemment beaucoup d'éléments parce qu'au fur et à mesure du temps, comme je disais tout à l'heure, j'ai continué à faire cette analyse, mais c'était un peu inconscient ou de manière fine probablement, mais en tout cas pas vraiment réfléchie. Et puis petit à petit, eh bien, quand j'ai commencé à recevoir des patients en fait en psychanalyse, je me suis dit c'est vraiment étonnant. Les individus, on essaye de les aider à se réapproprier leur histoire, à comprendre justement leur inconscient, ou en tout cas essayer de le décrypter. On tient compte évidemment de leurs émotions et on tient compte de leur mode de fonctionnement. Et je me disais, les problématiques individuelles, on les retrouve sur un plan collectif, mais on fait comme si les peuples n'avaient pas d'âme, n'avaient pas de perception, n'avaient pas de mode de fonctionnement, comme si tout le monde fonctionnait de la même façon. Et en fait, on n'étudiait pas les peuples en tant que tels, ou en tout cas, ni leur inconscient, ni leurs émotions, et ni ce qui faisait qu'ils réagissaient dans les situations internationales comme ils le font. Donc j'ai monté un groupe de recherche que j'ai appelé Anima Mundi, avec Dominique Moisy, Stéphane Rosès, Philippe Thierry-Barne, enfin bon, un certain nombre de personnalités. Et on a commencé une recherche tous ensemble sur ce sujet. Et puis en fait, on a continué par un partenariat avec le Collège des Bernardins sur Mémoire, identité, imaginaire des peuples européens. Et dans ce partenariat de 2 ans, on a étudié 5 pays européens. Alors d'abord sur un point de vue vraiment par pays, et ensuite de manière transversale, pour voir si, quand on parle d'autorité, on parle de la même chose dans les 5 pays, si on parle de défense, comment c'est perçu dans les différents pays, et ainsi de suite. Et ça a été d'une richesse extraordinaire, et c'est à la suite de ça, en fait, que j'ai commencé à développer mes conférences et à vouloir écrire ce livre. Enfin, je ne sais pas si j'ai voulu l'écrire, j'ai senti que j'étais enceinte et qu'il fallait que je l'écrive, mais c'est venu aussi de ce que, petit à petit, j'ai enrichi, moi, évidemment, avec mes outils de psychanalyse, hein, et puis j'ai enrichi aussi sur des zones géographiques qui ont été plus larges que l'Europe. Parce que votre conclusion, finalement, c'est que les peuples ne sont pas que des entités économiques rationnelles. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Vous avez parlé du mot âme. Les peuples ont une âme, c'est ça que vous voulez dire? Oui, ce que je veux dire, vous savez, c'est ce livre éponyme d'André Siegfried, hein, L'âme des peuples, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est très intéressant. Les peuples ont une âme dans le sens où ils ne sont pas qu'une entité économique, ça c'est clair, même si on a voulu nous le faire croire. Ils ont à la fois un mode de fonctionnement spécifique, ils ont une spécificité donc dans aussi leur perception du monde, ils ont aussi des émotions qui leur sont propres, et ils ont surtout un inconscient collectif qui leur est propre. Et cet inconscient collectif, il est très important parce que c'est lui qui, à certains moments, quand on le touche, réagit dans des conditions qu'on n'imagine pas ou qu'on ne comprend pas. À la trilatérale, c'est une chose qui me frappait, mais je le vois dans toutes les instances internationales. On a l'impression de traiter des sujets du présent, et en fait, on revient sans cesse sur des traumatismes du passé. Et le passé revient dans le présent en permanence. Et donc cet inconscient, moi je l'avais déjà observé. Je voyais bien qu'il y avait aussi des mémoires dans les différents peuples. Donc en fait c'est une entité assez large et assez, disons, précise, parce qu'en fait il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte dans cette âme. Et pour moi il y a aussi un côté transcendantal, mais en tout cas l'essentiel c'est vraiment déjà tous ces modes de perception, cette façon de fonctionner qui leur est spécifique. Parce qu'on n'est pas juste sur une culture différente, selon vous, on est sur justement une part irrationnelle qui vient se greffer en plus de la culture, parce que les gens pourraient se dire, ce dont vous me parlez, c'est de la culture. Oui. La culture des peuples, elle est différente et on le sait. Mais non, il y a quelque chose qui résonne de manière encore plus forte. Je pense que les peuples, alors peut-être que c'est mon côté jungien qui intervient, mais je crois qu'ils ont un soi aussi au même titre que les individus, c'est-à-dire quelque chose qui les fait grandir, qui les pousse à évoluer, qui les pousse à se développer, exactement comme les individus. Hein. Le soi jungien, c'est vraiment l'entité qui nous fait grandir et qui veut nous aider à aller vers l'unité intérieure, hein, donc en passant par toutes les parties de nous, sortir de la persona, sortir de tout ce qui concerne, enfin, harmoniser l'anima animus, évidemment avoir conscience de son ombre pour petit à petit, évidemment essayer de la transcender. Et donc quand on arrive à cette unité intérieure, on rencontre son soi. Je crois que sur le plan des peuples, on a la même chose. Pour moi, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts, enfin quelque chose d'absolument effrayant, construire une communauté européenne en mettant pour une fois l'ennemi à l'intérieur même des négociations en parité et pour aller dans la même direction, c'est quelque chose qui est extraordinaire.
Je ne dis pas que pour autant tout était simple, loin de là. On n'a pas oublié, mais on a pardonné et on a voulu aller dans le même sens. Et ça, je pense que c'est le soi. C'est le soi des peuples. Donc c'est quelque chose qui est un peu plus large, un peu moins... c'est un peu indéfinissable, mais ça existe. Alors on entend beaucoup parler du terme égrégore dans les milieux ésotériques bien sûr, mais au sein du développement personnel et même dans les sphères politiques, ça arrive. C'est Victor Hugo, vous dites dans votre livre, dans le poème Le Jour des Rois, publié en 1859, qui a remis au goût du jour ce terme. Ouais. Qu'est-ce qui cache ce terme ? En fait, le terme est beaucoup plus ancien, puisque en fait, c'est un espèce de grand répertoire d'anges, et les égrégores, c'était une classe d'anges qui supervisait des anges qui s'occupaient des humains. Donc en fait, je dis souvent, c'était des chefs d'équipe, en quelque sorte. Mais ce terme-là, il a été mal réemployé à partir du 18e, 19e siècle par Eliphas Lévi, qui lui l'a attribué en fait à une énergie psychique collective. Donc, c'est-à-dire que Eliphas Lévi nous explique que dans son dogme rituel de haute magie, il nous explique qu'un égrégore, en fait, c'est une pensée commune à un groupe de personnes, va créer une entité, va créer une forme énergétique, une boule d'énergie qui va aider l'ensemble du groupe à atteindre cet objectif. Et donc, il a mal employé le terme. Donc, le terme égrégore est resté. Parce qu'en fait, il pensait que l'étymologie du terme égrégore venait du latin et venait du mot troupeau, alors qu'en réalité, il venait du grec qui veut dire veilleur, qui n'est pas du tout la même signification. Mais bon, c'était le 19e, donc il faisait avec ce qu'il avait, quoi. Et donc, partant de là, tout le monde s'est mis à parler d'égrégore en termes d'entité psychique collective. Alors que les Hébreux avaient un autre, les kabbalistes plutôt avaient un autre terme pour désigner justement les entités psychiques collectives, c'était des malaks, des malakim, et c'était ce terme-là qui était utilisé normalement avant. Mais maintenant, on parle tous d'égrégore, quoi. Et alors, c'est toujours lié à un groupe ? Racontez-nous comment ça se structure. Parce que lui, justement, en tout cas, vous le citez dans votre livre, il dit « c'est qu'il existe un agent mixte, un agent naturel et divin, corporel et spirituel, un médiateur plastique universel, un réceptacle commun des vibrations du mouvement et des images de la forme, un fluide et une force qu'on pourrait appeler en quelque sorte, en quelque manière, l'imagination de la nature ». Ça veut dire quoi, ça, l'imagination de la nature ? En fait, c'est à partir du moment où on va croire à plusieurs, à quelque chose, on va créer une croyance, on va créer une forme, on va créer une entité. C'est vraiment, c'est ce que souvent quand je dédicace mon ouvrage sur la magie des égrégores, j'explique, dans la dédicace, je mets le pouvoir de nos croyances. Et c'est vraiment ça, en fait, un égrégore. À partir du moment où on se rassemble et on va tous aller vers un but collectif, c'est-à-dire qui va servir à l'ensemble des personnes qui se sont rassemblées. À partir de là, on va créer un égrégore, malgré nous, parce qu'on crée des égrégores tous les jours, en fait. Chaque fois qu'on a un projet avec un groupe, on crée un égrégore. Mais ça sera une entité qui sera, on va dire, passive, qui sera inconsciente. Après, en magie, on a appris à développer en fait, des entités de plus en plus intelligentes parce qu'elles vont être programmées. Donc il faut comprendre en fait, qu'il existe, selon vous, différents plans de réalité. Le monde physique, le monde éthérique, le monde astral, le monde mental. C'est en comprenant ça qu'on comprend finalement que les égrégores sont la jonction entre le plan astral, c'est ça le plan de la formation, et puis justement ce qui nous parvient jusqu'au monde physique. Le monde de nos croyances, c'est ce qu'on appelle le plan astral. Alors c'est des termes, c'est pareil, c'est des termes qui, parce qu'on n'a pas d'autres mots pour coller dessus, donc on a mis ces mots-là. C'est presque symbolique. Mais c'est symbolique. En fait, le monde astral et le monde réel, c'est les mêmes. C'est tout autour de nous. Les différents plans, ils sont interpénétrés les uns dans les autres. On ne peut pas passer de l'un à l'autre, en fait. On est à la fois dans tous les plans. Mais c'est vraiment pour essayer de faire une classification. C'est assez compliqué, en fait, pour un esprit humain d'englober quelque chose qui est finalement qui n'a pas de limite et qui n'a pas de seuil, en fait. Et donc, on est obligé de faire ces classifications-là. Et donc, effectivement, chaque fois qu'on a une pensée, elle se crée, en fait, dans l'astral. Cette espèce de monde astral qu'on appelait l'éther avant,
au 19e siècle. Le terme astral, en fait, il nous vient de l'Inde, hein, quand on a commencé à récupérer les croyances indiennes. Et donc cette espèce de monde astral, comme ça, c'est là où tout se joue finalement, nos pensées se créent, mais c'est aussi là que nos maladies se créent finalement. Quand on le voit beaucoup dans la formation de certains cancers dont on dit qu'ils sont psychosomatiques. Donc par exemple, on va avoir dans un boulot qui va être hyper stressant, hyper difficile et tout ça. Donc on va se créer beaucoup de tensions, de stress, tout ça. Donc tout ça, ça se crée, ça se joue au niveau de l'astral. Donc c'est encore qu'une forme énergétique. Mais à un moment donné, à force de l'alimenter, ça va faire quelque chose de plus en plus dense, de plus en plus lourd. Et tout ça va descendre dans la matière et ça va commencer à devenir un cancer parce qu'on va avoir plein de colère renfermée qu'on ne va pas oser exprimer auprès de ceux avec qui on travaille, par exemple, ou des choses comme ça. Et l'énergie devient maladie, en fait, finalement. Et dans le même sens, quand on va créer une pensée, nos pensées, en fait, vont alimenter quelque chose qui se répercuteront après dans le monde matériel, quoi. C'est le principe de la magie, finalement. Donc un égrégore, c'est ni positif ni négatif, évidemment, ça dépend de ce qu'on y met, c'est ça ? Exactement. Comment il se nourrit ? Il va se nourrir de notre énergie, l'énergie, de l'intention du coup qu'on va y mettre. C'est pour ça qu'on dit toujours, enfin, on est dans de multiples égrégores dès la naissance finalement. Selon l'endroit où vous allez naître, si vous naissez en France, vous serez français, il y a un égrégore France. Si vous naissez à La Rochelle comme moi, vous serez rochelais aussi. Ce qui fait que même si vous ne vous intéressez pas au sport, moi, souvent la remarque que je fais, c'est même si vous ne vous intéressez pas au sport, si vous êtes né et vous avez grandi à La Rochelle, donc vous appartenez à cet égrégore-là, quand l'équipe de rugby, par exemple, de La Rochelle va jouer un match, même si le rugby, ce n'est pas votre truc, vous serez pour La Rochelle. Toujours. Parce que vous appartenez à cet égrégore. Et c'est comme ça pour tout, en fait. On sera toujours un peu chauvin, finalement, parce qu'on appartient à un égrégore. Quand est-ce que vous avez commencé à percevoir justement des liens entre les problématiques individuelles et ces problématiques collectives, les problèmes des peuples? Comment ça se voit, notamment en cabinet, chez un individu? Oui, ça se voit quand on commence à... Alors dans ma clientèle, maintenant, j'ai beaucoup de personnes qui sont françaises, mais d'origine étrangère. Donc j'ai eu des personnes d'origine chinoise. Alors, première génération ou deuxième génération implantée en France, hein, ce qui change la donne d'ailleurs, entre la première et la deuxième, bien sûr. J'ai eu des Suédois, j'ai eu des Latino-Américains, j'ai eu des Marocains, j'ai eu des Tunisiens, enfin bon. Et en fait, petit à petit, quand on a des personnalités comme ça qui viennent d'horizons différents, on se rend compte qu'on essaye de parler quelque chose, mais on ne parle pas la même langue. Il y a des éléments parfois qui heurtent. Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup frappée parce que je pense que c'est la première fois dans mon exercice que j'ai fait cette expérience qui m'a paru vraiment sidérante, c'est-à-dire que j'avais une personne que je n'arrivais pas à comprendre, on ne se comprenait pas. Et je pense que c'est la première fois que ça m'est arrivé dans toute mes 15 ans ou 17 ans de vie professionnelle en tant que psychanalyste. Sur quel sujet? Et alors le sujet, c'était une femme qui était d'origine chinoise. Et donc, elle me parlait d'une de ses meilleures amies avec laquelle elle avait été vraiment très très proche pendant des années. Et à un moment donné, elle me dit « mais elle a coupé les ponts et je ne la vois plus du tout et je ne sais pas pourquoi ». Alors moi, j'essaye de revenir « mais quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois et qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, elle m'explique qu'elles étaient dans une soirée et que cette femme embrassait un garçon, ce qui ne se fait pas du tout dans la société chinoise. On n'embrasse pas quelqu'un comme ça devant tout le monde. Et donc, évidemment, elle est rentrée chez elle et elle me dit « j'en ai parlé à mes parents », qui l'ont parlé évidemment aux parents de cette fille. Et donc, cette fille s'est fait probablement beaucoup punir, enfin, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, elle a coupé les ponts. Alors, moi, je lui dis, je ne voyais pas trop le sujet, donc moi, je lui dis, mais vous n'aurez pas mettez-vous à sa place, vous n'auriez pas l'impression que ça touche chez vous quelque chose qui est pas très agréable, une forme de trahison peut-être Et là, elle me regarde avec des yeux, mais comme ça, et elle me dit, mais j'ai fait ce que je devais faire. Là, c'est vraiment une différence qui est très très frappante, c'est-à-dire que le collectif est supérieur à l'individu, et donc la règle collective, c'est on n'embrasse pas les garçons dans un endroit, dans une soirée, et donc ce que j'ai à faire, c'est de dénoncer. Des exemples comme ça sont saisissants, et donc on voit bien que le curseur n'est pas le même, que la perception des choses n'est pas la même si on a l'impression qu'on parle évidemment le même langage et qu'on a la même vision. On a l'impression, c'est pas une réalité. Oui, parce que vous proposez d'analyser les peuples comme on analyserait un individu, mais les peuples sont constitués de millions de personnes. Bien sûr. Du coup, comment on peut
justement cerner finalement l'inconscient d'un peuple? Je crois qu'en tout cas, un peuple, c'est à la fois une histoire commune, bien sûr, une géographie. Hein. On habite dans un endroit et ça a des influences malgré tout sur les êtres qui sont là. C'est aussi un imaginaire commun, souvent. Et malgré tout, même s'il y a énormément de mélange de population dans un peuple, et on le sait, c'est presque partout la même chose, il reste des traits communs qui les singularisent. Et ça, même s'il y a des Basques d'un côté, des Bretons, et encore d'autres personnes on a l'impression qu'ils sont très différents, ils le sont de fait. Et en même temps, ça reste des Français. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, fait qu'on a malgré tout des traits communs qui sortent au grand jour et qui nous caractérisent. Je crois qu'un soir de 98, vous avez expérimenté justement, vous avez joué comme vous dites, et vous avez annoncé aux membres de votre association, ce soir on va créer un dieu. Ouais. Vous avez créé un égrégore ce soir-là? On a créé un dieu, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. L'idée, c'est toujours pareil en fait. On arrive à un moment donné, plus on étudie la magie, plus on commence à comprendre en fait comment se forment et se construisent les énergies, et plus on comprend finalement comment tout se forme autour de nous. Et dont les religions. Finalement, les religions, c'est quoi une religion? C'est la même vision de quelque chose qui nous est largement supérieur et donc incompréhensible parce que supérieur. Et donc, on va la mettre dans une boîte et on va en définir des choses. Et donc, finalement, on crée dans une religion un égrégore. Chaque dieu de chaque religion est un égrégore, est une vision, en fait, d'une certaine culture, de la même chose, finalement, de la même énergie, mais avec nos filtres. C'est un imaginaire collectif commun, quoi. Exactement, exactement. Ouais. Pourtant, on parle tous de la même chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va retrouver des entités comme Saint Michel, par exemple, qu'on retrouve chez les chrétiens. On va aussi les retrouver chez les Hébreux, on va aussi les retrouver chez les musulmans, mais on va aussi retrouver des équivalents chez les Celtes, on va retrouver des équivalents chez les hindous, etc. Parce qu'on regarde tous la même chose, mais on va l'associer à nos croyances, on va dire, à notre culture. Et du coup, quand je suis arrivé voir mon groupe, c'était une association, quand je suis arrivé, ouais, je leur ai dit, alors j'aime bien le côté un peu provoquant, on va créer un dieu. Bon, on n'allait pas créer un dieu, on allait créer un égrégore, mais c'était vraiment l'idée en fait, c'était on va tous se définir une croyance en commun, dire voilà, on décide aujourd'hui, on était une vingtaine, on décide aujourd'hui qu'on va créer une déesse. Alors c'était une déesse qu'on a créée, qui va avoir ce physique-là, qui va avoir ce pouvoir-là, et qui va nous aider quand on lui dira telle ou telle phrase. Voilà, la prière et tout ça, ce qu'on retrouve dans tous les cultes en fait. Et donc on a tous fait une grosse méditation. Alors d'abord il y avait eu un ami artiste qui avait dessiné le portrait, parce que l'idée c'est vraiment d'avoir tous la même vision et d'être exactement tous sur la même longueur d'onde. C'est vraiment ce qui est important en fait dans la création d'un égrégore. Ça donne du poids à l'égrégore. Exactement. Ouais. S'il y en a qui vont partir à droite, à gauche, chacun dans leurs pensées et tout ça, on ne va rien créer parce que chacun gardera son énergie et sa croyance. Alors que si on se concentre tous sur la même chose, c'est là qu'on crée quelque chose. Et du coup, donc je me souviens, c'était une déesse qui était blonde aux yeux bleus, je me souviens, parce qu'il y avait une majorité d'hommes dans le groupe. Donc, enfin bref. Et donc, je ne m'étendrai pas. Et par contre, voilà, l'idée de cette entité, c'était de soigner chaque personne. En fait, si on avait un petit bobo à la tête, on se cogne, on a un bleu, tout ça, de soigner nos douleurs pendant tout le temps de son existence. Et en plus, on avait rajouté un truc, parce que tout le monde n'était pas forcément d'accord sur le truc du soin, mais moi j'avais insisté là-dessus parce que c'était ce qui était le plus facile à expérimenter, puisqu'on a tous, sur une période de, je ne sais plus, 3 ou 4 mois, on l'avait fait, sur une période de 4 mois par exemple, on va tous avoir un petit bobo à un moment ou un autre, donc c'est facile de dire, tiens, telle entité, est-ce que tu peux faire ça? Et donc, en plus, on lui avait donné le pouvoir d'exaucer un de nos vœux, à chacun, en fait. Et du coup, donc on a créé cette entité, donc on a fait une grosse méditation, on lui a donné un nom, on a créé une prière et tout ça, qu'on avait vraiment tous en commun. Et on a en quelque sorte prié pour elle. Voilà. Et on se réunissait en fait dans une librairie ésotérique.
à La Rochelle encore. Et c'était le jeudi soir, je crois qu'on se réunissait, donc quand la librairie était fermée, tout ça, on était là. Et donc le lieu de vie de cette entité-là, de cette déesse finalement, c'était la librairie, c'était son temple en quelque sorte. Et donc voilà, le jeudi soir, après l'expérience, tout le monde est parti chez lui, tout, et ça s'est bien passé. Et puis on se réunissait tous les jeudis, donc tous les jeudis on faisait une petite prière. Et au bout de quelques temps, la libraire, elle commence à nous dire « Mais vous savez que j'ai des médiums qui passent ?» Et alors elle faisait partie du groupe, donc elle savait ce qu'on avait fait, quoi, forcément. Elle était là, et elle disait « C'est rigolo parce que elle avait des médiums qui passaient et qui lui disaient « Écoutez, n'ayez pas peur, mais dans votre librairie, il y a un fantôme, il y a une entité. » Et cette entité, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle est habillée comme ça et tout. Et puis, elle vous veut pas de mal, mais elle est là. Et puis, elle gravite dans la librairie. Et en fait, ce que les gens décrivaient, c'était l'entité que nous avions créée. Et ils n'avaient aucun moyen de savoir ce qu'on avait créé, puisque personne d'autre que nous ne le savait, quoi. Et c'était des gens de passage, en fait, c'était des voyants, des médiums, tout ça, qui percevaient, en fait, ce qu'on avait créé. Et qui percevaient un esprit, finalement, la même chose. Exactement. Pour elle, c'était un fantôme. Que des personnes qui n'étaient pas au courant de l'expérience et qui arrivent ici et qui voient ce qu'on avait fait, en fait, c'est ça que j'ai trouvé vraiment le plus formidable, quoi. Parce que le plus objectif. Pour rendre tangible votre observation des peuples, justement, vous analysez l'équilibre entre leurs différentes structures psychiques, le moi, le surmoi, le ça, le soi, jungien. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants sur ces structures et les mettre justement en parallèle avec la notion de pays? Le moi, c'est quoi pour un pays? Alors, si on le fait d'abord peut-être pour l'individu, pour qu'on puisse le comprendre. Ouais. Faisons pour l'individu, voilà. Puis pour les pays. Et puis je vais le faire en parallèle. Le moi, c'est l'identité, ce sont en fait les traits caractéristiques de la personne. On dit que c'est cette personne et pas une autre. Enfin, c'est tout ce qui fait que vraiment ça la spécifie. Donc ça, c'est son identité, ce qu'on appelle le je, J-E, hein, bien sûr. Et donc pour un peuple, pour moi, l'identité, c'est aussi ce qui fait sa spécificité en tant que peuple, c'est-à-dire tous les traits caractéristiques qui sont à la fois culturels, religieux, qui tiennent aussi à sa langue, à son expression, enfin aux choses qui vraiment la caractérisent et qui font que on sait qu'un Français, par exemple, il a notamment dans sa culture quelque chose qui est très important, qui est la gastronomie, qui est la beauté, l'esthétique, enfin bon, et ainsi de suite. Il y a des traits qui nous caractérisent et qui ne caractérisent pas les autres peuples. Ensuite, le surmoi des individus, c'est vraiment tout ce qui concerne les contraintes, les limites, les injonctions qu'on a pu recevoir petit. Il y a un côté nourricier, bien sûr, hein, on fait attention à l'enfant, on fait en sorte qu'il se développe convenablement, et il y a le côté réglementaire pour lui donner des limites, pour qu'il puisse vivre en société. Si on n'a pas de limites, on ne peut pas vivre en société. Donc c'est très important d'avoir des limites. Et donc ce surmoi, à un moment donné, pour les peuples, moi je le considère comme un peu tout ce qui est structure étatique, tout ce qui est de l'ordre du gouvernement, mais aussi des lois, que ce soit le pouvoir exécutif ou législatif, parce que c'est à la fois nourricier, comme pour le surmoi des individus, et en même temps, ça impose des règles, bien sûr. Donc c'est ça le surmoi pour moi des peuples. Après le ça c'est vraiment le côté pulsionnel, donc là on est dans la deuxième topique de Freud, hein, sur le moi, le surmoi et le ça. Le ça, c'est l'aspect pulsionnel des individus, on est tous faits de pulsions plus ou moins fortes, mais elles sont là. Et donc le ça pulsionnel, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on réagit de manière un peu intempestive. Les peuples ont ça aussi, parce que quand il y a des révolutions, quand il y a des révoltes, quand il y a des mouvements dans la rue, c'est une forme de pulsion de la même façon. Donc je l'envisage de cette façon-là. Et le soi, alors après, si on part sur les autres éléments de la grille qui est plutôt jungienne, on a dans la grille jungienne l'ombre. Alors l'ombre, moi j'y attache beaucoup d'importance parce que je crois que c'est un élément clé en fait pour l'individu comme pour le peuple. C'est la partie qu'on n'aime pas forcément beaucoup de nous, qui peut être un peu cachée parfois, mais qui peut être dans notre subconscient et qu'on met un peu sous le tapis parce qu'on n'a pas trop envie de la voir, mais qui existe bien entendu puisqu'on est tous faits de ça. Et pour les peuples, c'est exactement la même chose. Je crois que les peuples ont des caractéristiques qui font que, eh bien voilà, ils ont de la lumière, ils ont des choses qui sont extrêmement positives et belles, et puis ils ont des ombres, et dans ces ombres, il y a des éléments qui sont un peu moins positifs, ou en tout cas qui ne les mettent pas forcément autant en valeur que les autres aspects.
Donc ça, c'est l'ombre. Et puis après, je donne dans ma grille de lecture le soi. Donc là, je tire un peu la définition. Ce n'est pas la définition jungienne habituelle, mais je le présente comme la partie des peuples qui les pousse à évoluer, qui les pousse à se dépasser. Pour moi, c'est la notion d'intérêt général, en fait, de bien commun. Et donc tout ce qu'on met en œuvre dans cet esprit-là, tout ce qui fait qu'on est poussé à un moment donné à se dépasser. Pour moi, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait partie de ça, notamment. Comment peut se révéler finalement un peuple d'une manière idéale, si je puis dire? Je ne sais pas s'il y a des manières idéales, ça je ne sais pas. Mais en revanche, moi je sais qu'il y a une question fondamentale, c'est que si le surmoi d'un peuple est trop important, il écrase le moi, l'identité. Si le surmoi d'un État est trop fort, il va écraser l'identité du peuple. Et à un moment donné, on va avoir des personnes qui risquent d'être dans la dévalorisation, dans le doute, la remise en question. Et donc ça, c'est jamais une très bonne chose sur un plan national. Et si le ça est trop pulsionnel et qu'en revanche, il n'est pas régulé, ben là aussi, c'est compliqué parce que ça donne un déséquilibre. Donc ce n'est pas les instances en tant que telles, c'est l'équilibre qu'il y a entre les trois. Et bon, si je donne un exemple qui est celui de la France, pour moi, on a un surmoi qui est un peu écrasant, qui nous vient de l'État-providence après la Deuxième Guerre mondiale, et comme dans bien d'autres pays d'ailleurs, c'est une bonne chose en soi parce qu'on est protégé et c'est formidable. En même temps, je crois que, comme toujours dans ce genre de choses, quand on va trop dans la toute-puissance, on tombe dans l'impuissance. C'est quelque chose de caractéristique aussi en psychologie individuelle. Si on va vers une forme de toute-puissance où on a l'impression qu'on peut tout faire, ben à un moment donné, on tombe dans l'impuissance parce qu'on ne peut pas tout faire, de fait. C'est la même chose je pense, pour les États. Quand ils grossissent trop et qu'ils veulent embrasser de plus en plus de choses et apporter de plus en plus de choses, ben à un moment donné, ils tombent dans l'impuissance. Et je pense qu'on en est un petit peu là en France avec aussi quelque chose qui fait que même dans les dispositions régaliennes de base, on a du mal à faire en sorte qu'elles fonctionnent, comme la justice, comme tout ce qui est respect du droit, la sécurité. Bon, ben voilà, là, on a du mal du coup à le faire respecter. Souvent, on dit le français est comme ça. Le français, il est chauvin d'ailleurs. Le français, il est avec par exemple le symbole de la France, le coq, on dit il a les deux pieds dans le fumier et il continue de chanter, quoi. Ça c'est très voilà, c'est l'image qu'on donne à l'extérieur du français. Par exemple, on parle du français comme de quelqu'un de très traditionnaliste aussi. Ne serait-ce que ça en fait, cet égrégore France, il nous influence comme ça déjà. Déjà, par rapport à un Américain, par exemple, ou par rapport à un Anglais, on va avoir des spécificités qui nous sont propres parce qu'elles nous sont données par notre culture française, finalement, et donc par l'égrégore français. Et après, il va y avoir tout le côté qu'on va subir, entre guillemets. Alors, moi, il y a des égrégores que j'aime beaucoup au niveau nationaux, c'est les égrégores liés à la politique. Parce que, je veux dire, dans le principe de l'égrégore, je trouve ça assez formidable, la politique. Alors, je suis pas un politicien où je ne m'intéresse pas à un parti plus qu'à un autre ou quelque chose comme ça, mais ce que j'aime, c'est regarder les élections françaises, en fait, en prenant beaucoup de recul et de regarder les gens qui se battent finalement. Parce que du jour au lendemain, deux voisins qui s'adorent vont finir par se détester parce qu'il y en a un qui va voter à droite, l'autre qui va voter à gauche, et chacun aura la certitude qu'il a raison et que l'autre a complètement tort, et ils sont capables de se battre. Et dans des familles, on peut déchirer des familles juste à cause de la politique, parce qu'on va intégrer un égrégore, et ce ne sera pas l'égrégore du voisin, quoi. Et on va diviser les gens. On le voit très bien, par exemple, dans les égrégores liés au sport, avec les égrégores qu'on va retrouver chez les supporters. On dit souvent que des avocats, des médecins, des gens très bien sur eux et tout ça, qui font jamais de vagues et tout ça, quand ils sont avec leur écharpe de telle équipe de foot et ils sont dans une tribune, ils sont prêts à casser des chaises sur la tête du voisin parce que son équipe a marqué un but, quoi. Et ça, c'est énorme quand même, parce que ça transforme entièrement des gens, quoi. Comment naît un égrégore national? Comment est né celui de la France, par exemple? Parce que c'est une histoire extrêmement longue. La France, par exemple, c'est des ramifications historiques interminables. Quel regard vous avez sur ça? En fait, il n'y a pas un point A et un point B, en fait. Il se constitue de génération en génération en prenant des ajouts, en prenant... voilà. C'est tout comme les égrégores des religions. Une religion, elle n'arrive pas du jour au lendemain, tiens, je m'installe et on fait ça comme ça. En fait, elle récupère des anciens égrégores, finalement. C'est toujours une question d'égrégore. On récupère des anciens égrégores qui sont passés, on va dire, qui ne correspondent plus à ce qu'on attend.
et on va les transformer, on va les faire évoluer, ou pas des fois, hein, le changement parfois il est pire que ce qu'il y avait avant, on va dire, et on va les faire évoluer pour donner une nouvelle structure, et ça évolue comme ça progressivement. Et donc égrégore de la France, c'est pareil, au fur et à mesure des invasions, au fur et à mesure de nos propres invasions aussi, de nos colonies, de tout ça, ben, on a pris un petit peu à chacun. Et c'est comme ça qu'on constitue en fait un égrégore national, quoi. Quand on va mettre de simples humains au rang de héros, on en crée des entités et on va alimenter un égrégore avec ces héros-là. Et donc, entre un héros comme Vercingétorix ou un héros comme, je ne sais pas, Charles de Gaulle, par exemple, on l'a un peu mis en héros comme ça aussi, on a quand même des centaines, voire des milliers d'années, enfin des centaines d'années, on va dire, de différence. Et donc, un héros comme Vercingétorix correspondait à un peuple à un instant T, et Charles de Gaulle correspondait à un autre peuple. Donc forcément, l'égrégore, il va évoluer. Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, beaucoup de mouvements, on le voit aussi aujourd'hui, de revenir aux racines, de vouloir toujours revenir aux racines en ressortant en fait des héros du passé pour remettre un peu de vigueur dans un égrégore plutôt que de le laisser aller vers l'avant. C'est un mouvement de va-et-vient entre les deux. Exactement, constamment. Soit un socle en fait. Et on cherche un socle qui n'existe pas. Le moi de la France, on a dit que c'était donc la conscience, les principes de réalité finalement. Oui. Quel est-il d'un point de vue français? Alors, l'identité de la France, il y a beaucoup de choses dedans, bien sûr. Hein. Il y a tout ce qui concerne. Dans l'identité, il y a une partie qui bouge peu, et il y a une partie qui est toujours en mouvement, hein, qui évidemment change en fonction des événements et de ce que vit le peuple. Hein. Et donc, dans cette partie-là, il y a la France, je pense, elle a cette culture extraordinaire, cette richesse, ce que je disais tout à l'heure, la gastronomie, mais aussi tout ce qui est luxe, qui vient de l'artisanat, le sens du travail bien fait, l'honneur qu'on met dans ce travail bien fait. Et donc, on a une qualité de vie en France souvent, on jalouse dans d'autres pays. Ça fait partie de notre culture. Il y a évidemment beaucoup d'autres traits dedans. Notre identité, elle est à la fois forte, parce que tous ces éléments-là continuent de vivre aujourd'hui, et en même temps, aujourd'hui, moi, je la sens fragilisée, parce qu'on est dans un éparpillement, une sorte de morcellement. Nous, on appellerait ça morcellement en psychanalyse. C'est-à-dire qu'on voit bien que la population ne va plus ensemble dans la même direction. Il y a une sorte de surenchère des mémoires, déjà, qu'on observe beaucoup. On n'a pas parlé des mémoires dans les outils que j'utilise, mais les mémoires, c'est fondamental, parce que c'est vraiment la résurgence du passé sur ce que l'on vit aujourd'hui. Si on n'a pas une possibilité vraiment d'avoir un peu de recul sur notre histoire, on va revivre les mêmes situations et on va recommencer ce qu'on appelle des répétitions de scénarios. Et les peuples, c'est la même chose. Et ces mémoires, elles sont très fortes dans notre identité aussi. Elles font partie de notre identité. Tout ce qu'on a vécu, c'est intrinsèquement à l'intérieur aussi de notre identité. Et donc, quand on ne travaille pas ces mémoires, à un moment donné, elles peuvent faire dysfonctionner et entraîner une façon de fonctionner qui va être un petit peu compliquée, parce que chaque peuple aujourd'hui, enfin chaque entité à l'intérieur du peuple, avec le communautarisme que nous avons beaucoup en France, eh bien chaque identité va essayer d'exister de manière plus forte en ayant une sorte de surenchère des mémoires. Moi j'ai plus souffert que toi, et ainsi de suite. Et on en arrive du coup à une fragmentation, et quand on est dans une fragmentation, c'est compliqué d'aller ensemble dans une direction. Et du coup, notre identité s'en trouve un petit peu amoindrie. Mais je pense que cette identité, elle est aussi amoindrie parce qu'il y a une espèce de différence entre les élites et le peuple qui fait que la vision dans laquelle on essaye d'aller avec l'ensemble de la nation ne fonctionne plus. Il y a trop de divergences entre l'élite et le peuple. Le peuple ne veut plus aller dans la direction qu'on lui propose, et il n'y a plus de lien entre les deux. Je crois que ça, quand le lien est coupé, on tombe dans un mode de fonctionnement où chacun se replie sur qui il est, avec aussi l'attentisme qui a été un petit peu développé par ce système d'assistanat très fort qui était dû à l'État-providence, qui est une merveille. Encore une fois, je ne le remets pas en question. Et en même temps, plus on va dans cette direction, plus quelque part on développe ce côté adolescent. On est des adolescents on demande toujours plus, mais on n'a pas de devoir en contrepartie. Et à un moment donné, on devient un petit peu... on attend tout d'un État qui prend trop d'espace. Donc notre identité, elle est un peu fragile, je trouve, aujourd'hui, beaucoup dans le doute, la remise en question. Et de ce fait, c'est plus difficile d'avancer ensemble. Voilà.
Et du coup, si on passe aux étapes suivantes, le surmoi, on l'a vu brièvement, Voilà. le ça, du coup, les pulsions françaises, les désirs français. Oui, alors le surmoi, je vais peut-être y revenir parce que les structures étatiques sont assez fortes en France et plus ça va, plus elles se développent. Et je pense que ça vient de notre besoin de sécurité. Plus un peuple veut de la sécurité, plus évidemment l'État se développe pour essayer d'apporter cette sécurité, et ce qui prend évidemment beaucoup de facettes différentes. Et le surmoi, à un moment donné, quand il est donc, je disais tout à l'heure, tout puissant, on tombe dans l'impuissance. Mais le surmoi de la France, à un moment donné aussi, devient écrasant, même pour les individus, ce qui fait que l'identité s'en trouve abîmée, parce qu'on ne sait plus qui on est. On est à la fois dispersé et à la fois rebelle. Parce qu'on a ce côté adolescent, donc à la fois on veut aller on veut attendre tout de l'État et en même temps on remet en question dès qu'il y a quelque chose qui est fait. Donc il y a une espèce d'attentisme qui se développe, qui n'est pas forcément bon pour aller ensemble ailleurs. Et puis on tombe dans ce que moi j'appelle le triangle de Karpman, qui est sauveur, persécuteur, victime, où on cherche un président qui va nous sauver, on attend tout de lui, on a des attentes monstrueuses, et quand il arrive au pouvoir, donc on attend un surmoi fort. Quand il arrive au pouvoir, en fait, dès qu'il commence à mettre en œuvre des réformes, ça ne nous va pas tellement, donc on devient ses victimes, et puis comme on est ses victimes, à un moment donné, on va le persécuter parce que ça ne nous convient plus. Mais on est souvent dans ce triangle en France. Donc on a un surmoi qui aurait besoin d'être remis en question, en tout cas, allégé, ça je pense vraiment, et qui quelque part se resserre sur ses fonctions régaliennes, mais qui peut-être accepte de lâcher certaines parties de ses attributions actuelles. Les pulsions en France sont fortes, hein, on l'a vu, on le voit souvent. Dans le livre, je parle des profils psychopathologiques des peuples. C'est une étude qui avait été faite pour le ministère de la Défense français. Alors c'est toujours évidemment abusif, hein, on ne peut pas parler de psychopathologie pour les peuples. Et en même temps, ça donne juste une petite grille d'analyse supplémentaire. Et donc on considérait que la France était sous une dénomination qui s'appelle passif-agressif. Et donc qu'à la fois on est rebelle, critique, qu'on remet beaucoup de choses en question, on est râleur. Enfin bon, on nous connaît beaucoup comme ça à l'étranger. Hein, quand les gens vous parlent des Français, moi quand je suis partie en Chine, la première chose que le guide m'a dit, plus personne ne veut s'occuper des Français parce qu'ils râlent trop, c'est insupportable. Et donc, voilà, ça c'est le côté sombre et négatif plutôt. Et en même temps, ils sont passifs pendant quelques temps, puis quand ils sont actifs, en revanche, là c'est fort. Là c'est la rébellion, et la rébellion peut être très violente. On l'a vu au moment des Gilets jaunes notamment, quand le ça apparaît, il peut apparaître très fortement. Et ce qui est intéressant, c'est que le ça, dans chacun des pays, il apparaît sur une notion particulière. Et chaque pays est évidemment sur une notion différente. Nous, c'est l'égalité. Dès qu'on touche l'égalité, les gens sont dans la rue. Les Anglais, c'est la liberté. Les Allemands, c'est l'ordre. Dès qu'on touche l'ordre, vous pouvez être sûr que ça ne fonctionne plus et les gens sont dans la rue. Donc le ça pulsionnel des peuples apparaît sur des notions qui sont fondamentales. Mais en plus, nous, dans notre mode de fonctionnement, on est un peu dans la confrontation. On n'aime pas tellement le dialogue. On voit beaucoup dans les grèves ou dans les mouvements de remise en question, on voit bien que chacun pense qu'il va faire plier l'autre. On entend les grévistes, ils disent le gouvernement va plier, mais le gouvernement, il essaye de faire plier les partenaires sociaux. Et en fait, il n'y a pas cette notion de concertation comme en Allemagne, où on s'écoute et on va ensemble dans une autre direction, une troisième direction, qui est plus constructive du coup. Donc notre ça, il est très pulsionnel dans le sens où il intervient plutôt de manière négative, mais sur des aspects qui sont liés à l'égalité, souvent en tout cas. Hein. Donc si on essaie de repenser à ce que vous nous disiez avant, il faudrait essayer justement de retrouver un équilibre entre toutes ces structures. Ce serait l'enjeu, ce ne serait pas d'effacer certaines facettes qui font partie justement de l'âme du pays, mais plutôt d'essayer de voir justement ce qui penche un peu trop d'un côté pour essayer de le rééquilibrer, c'est ça ? Je pense qu'en tout cas, ce serait de rééquilibrer le surmoi et le moi, ça c'est clair, parce que vraiment là aujourd'hui, il dysfonctionne. Et que le côté pulsionnel, on arrive à l'encadrer, c'est pas un bon terme parce que ça fait un peu rigoureux, mais en tout cas l'entendre, mais sans en arriver à l'agressivité et la violence d'aujourd'hui. À essayer de faire en sorte qu'il puisse s'exprimer, mais d'une manière qui soit plus constructive. Pas seulement toujours dans une forme de violence, ou alors de remise en question, mais dans le sens confrontation. Ce serait vraiment quelque chose de formidable si on arrivait à faire en sorte que notre ça, on le canalise. D'abord, on l'entende plus vite,
parce que je pense que nos dirigeants parfois n'entendent pas suffisamment rapidement les desiderata et les besoins. Et vous savez, quand une émotion, on ne l'entend pas, elle se radicalise. Hein. Donc quand je suis dans la colère, qui est toujours un sentiment d'impuissance, j'ai l'impression de ne pas être entendue, elle va se radicaliser et elle peut aller vers la rage, puis vers la violence, si j'ai l'impression que je ne suis toujours pas entendue. Donc il y a à la fois le dialogue, je pense, entre les élites et le peuple a vraiment besoin d'être fluidifié pour arrêter de penser qu'il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort. Vous dites dans votre livre que le but d'un égrégore, c'est de grandir, c'est l'expansion. C'est ça, c'est de se servir de l'énergie aussi à disposition. Mais pour une nation, justement, est-ce qu'on parle du nombre d'adeptes, de sa superficie, Et ses idées, en fait. Plus on va diffuser les idées, la vision, c'est ce qui se passe toujours. Avant, on était un peu plus clair, puisque avant, on envahissait le pays voisin. C'était pratique, au moins on savait où on allait. Aujourd'hui, on ne peut plus vraiment envahir le pays voisin parce que presque tout le monde a la bombe atomique, donc on sait que ça va nous péter dans les doigts. Mais on continue de faire la même chose dans des structures plus élevées. On le voit avec l'Europe, par exemple, le fait quand la France va vouloir influencer le reste des pays européens, la France va vouloir imposer sa vision aux autres pays. C'est une invasion, quelque part. Quand on veut imposer, quand on voit les États-Unis qui veulent imposer leur vision au reste du monde, c'est une invasion. On est toujours dans la même idée, en fait. C'est penser comme nous. Donc, rejoignez notre égrégore, comme ça, on va pouvoir s'agrandir. Mais c'est toujours de l'invasion et toujours le but, c'est toujours ça, c'est toujours de s'agrandir. Mais sans devenir magicien, comment on peut faire pour... Est-ce que vous avez une grille de lecture ou des clés de lecture sur les égrégores pour dépacifier un petit peu notre relation aux égrégores tout en permettant qu'une structure puisse tenir, vivre? Alors, c'est toujours compliqué puisque, encore une fois, si tout le monde se mettait à se détacher des égrégores, il n'y a plus de structure. Ou alors, il faudrait réapprendre à vivre, en fait, sans chercher à imposer sa vision à l'autre. Mais malheureusement, c'est tout l'humain qu'il faut changer puisque le principe même de l'humain, c'est ce qui est aussi assez tordu, en fait, je trouve, c'est que l'humain est un animal de groupe, mais il veut toujours, indépendamment, dominer le groupe. Et à partir du moment où on aura toujours des gens qui voudront dominer le groupe, on aura toujours des égrégores qui vont se créer pour abrutir en quelque sorte les autres et pour leur faire alimenter celui qui va être tout en haut de la chaîne, quoi. Donc c'est pas fini, quoi. C'est pas fini, c'est toute l'histoire de l'humanité, en fait. Pourtant, il arrive que des pays se meurent et disparaissent. Qu'est-ce qu'il en est de ces égrégores-là? Ils vont se faire absorber. Ils se font absorber par l'autre égrégore? Exactement. Ouais, exactement. On le voit pas seulement dans les pays, donc comme je disais tout à l'heure, avec les religions. Hein, on voit quand le christianisme est arrivé et a absorbé en fait les autres religions présentes. On le voit quand il a absorbé la religion druidique, par exemple, où ils ont converti les druides au christianisme. Les druides sont devenus des évêques et on a mangé une partie en fait des croyances celtes. Par exemple, ce que je dis souvent, en Bretagne, on a beaucoup le culte de Anna, Sainte Anne, pardon. On a Sainte Anne qu'on retrouve beaucoup dans les églises, et Sainte Anne en fait c'est Anna. Anna c'est la terre en fait chez les Celtes. Anna c'est le nom gaulois et Dana c'est le nom irlandais. Mais c'est la même chose en fait, c'est la terre. Et d'ailleurs Sainte Anne a toujours une robe un peu noire et tout ça parce qu'elle représente la terre. C'est la divinité liée à la terre. Et donc on a comme ça englobé des éléments, comme les fontaines miraculeuses, hein, où il y avait des fées, où il y avait des génies au temps des Celtes, et c'est devenu des fontaines où il y avait des saints. Voilà, d'un seul coup, maintenant, il y a des saints. Mais c'est toujours, on englobe en fait un égrégore et on l'avale, quoi. Mais justement, vous avez une belle devise qui dit « Croyez en ce qui unit les gens, fuyez ce qui les divise ». Mais quand on absorbe un égrégore, est-ce qu'on unit ou est-ce qu'on divise ? C'est toujours la problématique en fait. Si c'est un égrégore qui se meurt effectivement et si ça se fait dans la douceur et dans... il peut y avoir une absorption pour sauver des gens. Mais si à l'inverse c'est une imposition, on arrive et on dit non, mais maintenant vous arrêtez vos croyances et c'est les miennes qui priment, ça c'est plutôt de la douleur et donc ça c'est plutôt divisé. On parlait de politique tout à l'heure. Vous pensez que chaque politique finalement est l'étendard d'un égrégore? Ah oui. Comment vous regardez ça, comme un théâtre d'égrégores qui s'affrontent? Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui, et puis mais c'est tellement clair en fait, c'est tellement... Il faut comprendre qu'un égrégore, pour le former, il va avoir un certain nombre de codes, un petit peu comme un programme. Tout à l'heure, je parlais de programme informatique. Donc on va avoir un certain nombre de codes qui vont lui permettre en fait d'être
reconnus par ses adeptes. Donc ces codes, ça va être un nom par exemple, ça va être une devise. Souvent on va parler de devise. Donc moi, on pourrait comparer ça à un slogan. On pourrait comparer ça à la prière en quelque sorte. Et on va avoir un symbole donc imagé. Forcément, parce qu'il faut que ça parle à notre inconscient. Et notre inconscient ne comprend que le symbole. Un logo. Un logo, exactement. Et donc, déjà, rien que quand on dit ça, le nom, le slogan, le logo, on s'aperçoit que ça, on en a absolument partout. Et les partis politiques, ils ne font pas exception. Et il y a eu, souvent je raconte dans mon livre, quand c'était Chirac, il avait pigé qu'il y avait RPR, UDF, tout ça, il y avait plusieurs partis à droite, il fallait rassembler tout le monde. Donc il s'est dit, pour rassembler tout le monde, on va créer un seul parti autour de moi. Donc il y avait un peu le côté épouvantail du Front National à l'époque. On dit, attention, si vous ne votez pas pour moi, c'est eux qui vont passer. Et ce qu'on fait toujours d'ailleurs, hein, ce qui apparaît aujourd'hui à chaque élection. Et il a créé l'UMP. Donc c'était à l'époque, ça voulait dire Union, comment c'était, Mouvement pour la majorité présidentielle. Oui, voilà, Union pour la majorité présidentielle. Donc c'était vraiment quelque chose qui devait être temporaire et qui était dédié à sa personne en quelque sorte. Donc il a créé l'UMP. Donc là, c'est clairement, il rassemble des petits égrégores pour en créer un nouveau avec lui à la tête. Donc d'un point de vue magique, c'est une super idée. Le gars, il avait tout pigé, quoi. Mais vraiment, vraiment clair, quoi. Et donc, il crée ça. Et donc, une fois qu'il est élu, l'UMP a changé de nom en gardant toujours UMP. Et donc, il a gardé le même nom. Ils ont pris leur logo, c'était un pommier, je crois. Et leur slogan, alors le slogan, je ne sais plus ce que c'était. Et donc, comme ça a créé un parti qui l'a soutenu pendant tout le temps qu'il était président. Et quand Sarko il a voulu récupérer l'UMP, oui, mais vu que l'UMP a été créé pour un type et pas pour Sarkozy, il était obligé de recréer quelque chose qui allait autour de lui. Puisque quand un égrégore obéit à un homme, il ne va pas obéir à un autre homme. Puisque on n'a plus la même, fréquence, la même fréquence vibratoire, on va dire, la même énergie. Et donc, qu'est-ce que Sarkozy a fait? Il a créé les Républicains. Et donc, il a remodifié le truc pour que ça lui corresponde à lui. Macron, il a fait exactement la même chose quand il a créé En Marche. En Marche, c'était à la base Emmanuel Macron, c'était EM en fait. Et après, c'est devenu En Marche. Et en fait, c'est toujours qu'une question d'égrégore. Ils savent parfaitement ce qu'ils font, il n'y a aucun souci là-dedans, quoi. Et c'est ce qui est. Et si aujourd'hui, par exemple, la gauche a autant de problèmes à se renouveler et tout ça, c'est parce que la gauche, ils ont gardé les mêmes symboles et le même nom depuis Mitterrand. Sauf qu'on n'est plus sous l'ère Mitterrand. Il aurait fallu en fait qu'ils aient cette même approche, qu'ils créent un nouveau parti en quelque sorte, qui corresponde aux nouvelles personnes. Donc on voit bien la mort des anciens égrégores et la naissance de nouveaux en fait. S'ils avaient joué comme ça, ils auraient une chance. Là aujourd'hui, la gauche c'est devenu un grand foutoir où il y a tout et n'importe quoi, tout le monde se présente chacun de son côté, et il n'y a aucune cohésion, parce qu'il n'y a pas d'égrégore. Parce que l'égrégore qui existe encore du PS, il tombait en désuétude. Complètement, il ne sert plus à rien. Vous avez dit tout à l'heure que le moi français était divisé, écrasé aussi finalement par le côté un peu institutionnel. Beaucoup de gens se posent des questions, notamment sur l'Europe. On voit même l'ensemble des peuples se posent des questions sur l'Europe. Est-ce que vous avez justement fait une analyse sur quel rôle l'Europe a sur l'ensemble des pays qui la composent? Oui, en fait, moi je pense que l'Europe a été construite, alors c'est une bonne chose et une mauvaise chose à la fois, hein, parce que c'est jamais complètement positif ou négatif, mais en tout cas il a été calqué sur le surmoi français. On a créé les institutions européennes de la même façon qu'on a créé l'État français. Et le surmoi français, pour moi, est malade, hein, parce qu'il est beaucoup trop important, ce que je disais tout à l'heure. Et je pense que maintenant, on en arrive à des institutions européennes qui sont aussi malades, parce que leur surmoi prend beaucoup trop d'importance et de force, et du coup, écrase là aussi les identités des peuples. Je pense qu'on est dans un système, mais sur le plan international, c'est la même chose, avec la mondialisation et avec le rôle du FMI, de la Banque mondiale, et de ces institutions qui veulent évidemment faire des choses positives, mais qui finissent par en faire des négatives, parce qu'ils ne tiennent pas compte de la spécificité des peuples. Et je pense que l'essentiel est toujours là. On ne peut pas avoir d'unité si on ne tient pas compte à la fois du spécifique et du global. C'est les deux, unicité et unité. Les deux vont ensemble. Et je pense qu'au sein de la communauté européenne aujourd'hui, on a tendance à vouloir imposer beaucoup de règles, de normes, d'éléments en fait, de régulation, mais sans tenir compte du tout du mode de fonctionnement de chacun des peuples, de la façon dont
la situation locale et de la façon dont chacun fonctionne en fait. Et ça c'est fondamental à mon avis pour qu'on puisse aller ensemble dans la même direction, parce que les peuples à un moment donné ils se sentent pas entendus, ils ne se sentent pas reconnus, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent sortir du système, ce qui est assez logique. Hein. Quand on a un parent qui est trop écrasant, on n'a qu'une envie, c'est de partir. Hein. On a tous cette façon de fonctionner quand on est enfant. C'est la même chose. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Union européenne, elle gagnerait beaucoup. Il y a pas mal de choses dont on peut parler là-dessus, mais faire en sorte que ce surmoi soit pas aussi écrasant, donc qu'il y ait un principe de subsidiarité qui soit plus fort et qui existe vraiment. Je pense qu'il faudrait aussi des élections dans lesquelles, un mode de scrutin qui soit un petit peu différent de celui qu'on a aujourd'hui, dans lequel, sur certains enjeux, ça ne concerne peut-être pas tous les peuples et tous les pays. Donc dans ce cas-là, on pourrait faire en sorte que ceux qui sont intéressés par le règlement qu'on veut mettre en place, puissent être ensemble, et que si d'autres ne veulent pas participer, à ce moment-là, ils ne gênent pas le mode de fonctionnement de l'ensemble et les décisions qui vont être prises. Mais en revanche, ils défendent devant leur opinion publique ce qui va se passer et dire qu'eux, ils ne veulent pas participer, pour qu'il n'y ait pas d'espèce de jeu, comme on en a souvent, qui n'est pas très juste. Hein. On fait porter à la communauté européenne les échecs nationaux ou inversement. Enfin, en tout cas, on ne peut pas jouer ce jeu-là. Donc pour moi, l'Europe, aujourd'hui, elle a vraiment à donner un peu plus d'élan à ses peuples et de souffle. Et pour ça, c'est tracer une direction qui donne envie. Et aujourd'hui, ça ne donne pas envie, c'est clair. Parce qu'il y a trop de réglementation. Est-ce qu'on peut prendre quelques autres exemples justement d'événements internationaux qui sont décryptables de votre point de vue et avec votre expertise? Vous avez parlé de l'Angleterre par exemple, ça fait écho justement à ce que vous venez de dire là. L'Angleterre, oui, par son histoire, a un besoin de liberté qui fait que le Brexit, d'après vous, peut être, par exemple, étudié sous ce point de vue-là? Oui, je pense que, évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer le Brexit. C'est trop limité de venir que sur un point. Mais ça appuie sur un point qui est fondamental dans l'inconscient des Anglais. Effectivement, ils ont toujours été maîtres de leur destin. Même, et on le sait bien, pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous les bombardements épouvantables dans la bataille d'Angleterre, ils ont tenu dans des conditions effroyables. Donc ils ont toujours été maîtres de leur destin, sauf la fois où les Normands les ont envahis, mais bon, c'est une fois dans leur histoire, c'est pas beaucoup. Et donc ils ont à la fois le côté insulaire, bien sûr, il y a eux et les autres, et puis il y a aussi ce côté où ils ont toujours été maîtres de leur destin, et donc l'ingérence, c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas. Donc participer à la communauté européenne, c'était positif tant qu'ils en retiraient plus évidemment, ils ne dépensaient. À partir du moment où ils ont le sentiment que là, on commence à leur donner trop de règles, trop de normes, notamment sur le plan économique, mais aussi sur les questions d'immigration, c'est ça le sujet qui a vraiment fait exploser l'ensemble, hein, là, ça ne fonctionne plus. Parce qu'on touche fondamentalement à cette notion de liberté qui est depuis toujours l'essence de l'Angleterre et qui a été mis en place par la Magna Carta au XIIIe siècle. Hein. C'était des barons anglais qui ont imposé ça à Jean sans Terre, et depuis, c'est une chose qui est fondamentale pour le peuple. Donc, une ingérence, c'est pas possible. Et donc, on n'a pas tenu compte du mode de fonctionnement de l'Angleterre. Mais de la même façon, on n'a pas tenu compte de ce qui s'était passé en Europe de l'Est. L'Europe de l'Est a été, et on le sait bien, coupée du reste du continent pendant un certain nombre d'années, avec le rideau de fer qui séparait l'Union soviétique du reste du monde. Bien brusquement, ils retrouvent de la souveraineté, et puis on leur demande, et donc évidemment pas d'entrée de migrants ni de quoi que ce soit pendant toutes ces années. Là, brusquement, ils retrouvent leur souveraineté, on leur demande d'ouvrir et d'avoir énormément de migrants qui viennent chez eux. C'est absolument impossible, c'est inenvisageable pour eux. Donc je pense qu'il y a vraiment des règles sur lesquelles on aurait vraiment intérêt à se rendre compte des situations locales, des situations des peuples, du mode de fonctionnement des peuples, et ne pas imposer. Dès qu'on impose, ça dysfonctionne, toujours. Et en ce moment, on est beaucoup dans une période où on impose. Pas que l'Union européenne, loin de là. Ce qui me frappe aujourd'hui, en tout cas sur le plan international, c'est clair qu'on a une montée des égos collectifs. Ce que moi j'appelle les égos collectifs, c'est-à-dire le besoin d'exister et de montrer qu'on est puissant. Je crois qu'après cette mondialisation qui a un peu balayé toutes les identités, on a un repli des peuples sur eux-mêmes parce qu'ils ont besoin de retrouver cette identité. Ça n'est pas que la mondialisation, parce qu'elle a quand même permis à 1 milliard d'individus de sortir de la pauvreté, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais elle n'a pas été maîtrisée du tout. Et vraiment, sur le plan culturel, ça a été beaucoup balayé. De la même façon que tout ce système international dont je parlais a aussi un peu balayé les identités des peuples. À un moment donné, je pense que de manière naturelle, il y a une résurgence, on a besoin de se retrouver, d'où le repli et le fait que il n'y a plus que nous, les autres n'existent plus.
de ce fait, on nie les interactions naturelles qui existent entre tous les êtres. Mais enfin, et le résultat, c'est qu'à un moment donné, on entre dans un mode de fonctionnement qui est autocentré. Et ce mode de fonctionnement autocentré, il dysfonctionne toujours. C'est comme pour un individu. Si quelqu'un vraiment reste tout seul par devers lui et qu'il essaye de vivre dans son autonomie, il va encore accentuer toutes ces dérives ou de ces dysfonctionnements. Parce qu'il ne se rend plus compte de ce On vit dans une sorte de passé-refuge après, ça. Où les peurs s'expriment. Exactement. Et donc en fait, évidemment que dès qu'on commence à être dans des périodes, ce qui est le cas aujourd'hui, où il y a beaucoup de ce que je disais tout à l'heure, de révolution en cours, de transition, on a peur. La peur, cette peur qui vraiment est au cœur de tout aujourd'hui, de tout le système partout dans le monde, elle fait qu'on va avoir besoin de revenir en arrière sur un sol qu'on connaît et sur une histoire qui était la nôtre quand on était fort. Et donc, sur le plan collectif, on va aller chercher évidemment des hommes providentiels qui vont vous faire croire que, n'est-ce pas, grâce à eux, on va redorer le blason du pays, on va devenir fort, on va nous voir beaucoup plus, etc. Et ça, on l'observe beaucoup aujourd'hui dans le monde entier. On le voit en Chine, on le voit au Brésil, on le voit aux États-Unis, on l'avait vu avec Trump, mais Biden suit quelque chose d'un peu différent, mais en tout cas, il existe aussi. Et on le voit dans beaucoup des autres pays aujourd'hui. Et donc, le résultat, la Turquie, bien sûr, la Russie. Et donc le résultat, c'est qu'à un moment donné, on est dans cette espèce d'égo collectif qui monte de tous les côtés. Et comme on le sait, quand il y a ces égo collectifs qui grandissent, les risques d'affrontement sont plus grands, bien sûr. Parce qu'il suffit d'une broutille pour que tout de suite, les réactions soient très fortes et disproportionnées, bien sûr. Donc effectivement, ça existe et ça me fait peur. Et ça vient du contrôle et de cette peur. Si on arrive à mon avis, tenir compte de cette peur, et essayer de, chacun d'ailleurs, parce qu'on a tous un rôle à faire là-dessus, mais à la travailler, on peut retrouver un peu d'ancrage et un peu de libre arbitre, ce qui est fondamental pour ne pas se laisser embarquer sur un plan collectif dans des espèces de façons de fonctionner où on est complètement balayé et où on a l'impression de réagir, mais on ne réagit pas, c'est de la survie. Et comme on est dans la survie, on va réagir de manière intempestive, qui ne sera pas une bonne chose pour le peuple, ça c'est clair. Imaginons qu'on ait une entreprise, une marque ou quelque chose à développer, une boutique ou que sais-je. Cette émission, par exemple, existentielle, comment alimenter positivement cet égrégore ? Eh bien, par exemple, pour une émission, voilà, pour l'émission, donc il va falloir qu'il y ait forcément un petit slogan, le nom de l'émission, un petit logo. Et plus il va y avoir de gens en fait, qui vont avoir accès à cette émission, qui vont croire en ce qui s'y passe, parce qu'on est toujours dans un phénomène de croyance, il faut vraiment penser le truc comme ça. Plus on va avoir d'adeptes, en quelque sorte, c'est comme une secte un petit peu, mais une secte c'est un égrégore qui est constitué en vue d'alimenter un gourou, quoi. Là pour une émission, il va falloir alimenter l'émission, donc il va falloir ce qu'on fait en général quand on crée une chaîne ou quelque chose, un média, dans tous les cas, ça va être alimenté avec du contenu, convaincre des gens. Plus il va y avoir des gens qui vont se rassembler, qui vont partager et donc qui vont croire à l'émission, plus elle va se développer et plus ça va grossir. C'est le principe de toutes les firmes commerciales en fait. Je pense par exemple à McDo où voilà, ils ont le logo, personne ne peut ne pas voir leur logo, tout le monde sait ce que c'est. Ça devient même dans le langage public en fait, dans le langage classique, on va reprendre des termes qui viennent de chez eux, quoi. Et là, c'est un égrégore qui est constitué, qui est hyper puissant, quoi, forcément. Vous faites une belle comparaison, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile de comparer à ça, parce que déjà, c'est dans le domaine public, c'est presque dans le domaine public. Là, quand on vous entend, on a l'impression d'entendre un chargé de communication. La com, c'est de la création d'égrégores, clairement. Ça va être la différence entre un égrégore qui va se faire tout seul, qui va se monter tout seul par rapport à vous, votre travail, ce que vous allez faire et tout ça, ou alors un égrégore qu'on va créer consciemment en disant « je crée un égrégore, je vais alimenter cet égrégore pour qu'il atteigne telle ou telle chose ». Et donc dans ce cas, en fait, dans cette création-là, donc là on va rentrer dans un processus magique. On va créer d'abord, il va falloir avoir une intention claire et précise de l'objectif de l'égrégore, parce que plus ce sera clair, plus l'égrégore, plus l'énergie va pouvoir se diriger vers cet objectif. Alors que quand l'intention est un petit peu « ouais, bon, je vais faire ça, mais je pense que je pourrais peut-être faire ça à un autre moment »,
Voilà, si c'est pas clair, l'énergie elle se barre dans tous les sens et on s'éparpille complètement. Donc ça, c'est vraiment la première idée, c'est avoir une intention qui soit parfaitement claire. Une mission, quelque part. Une mission, voilà, complètement. C'est je vais dans cet objectif-là et je ne démords pas, en fait, je passe pas d'un côté ou de l'autre, quoi. Et donc ça, c'est la première chose. Et après, en fait, il va falloir l'alimenter. Alors, nous, en magie, on va utiliser par exemple des encens, on va utiliser des prières. Donc la prière, par exemple, ça va être quelque chose qu'on va écrire, un texte qu'on va écrire et qui va développer, déterminer l'intention de l'égrégore. Et donc on va utiliser un encens, puisque les encens, en fait, ça densifie en quelque sorte les énergies autour de nous. On va créer un encens particulier qui correspond à cet égrégore, et c'est ce qui va nous permettre en fait de l'alimenter. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'encens dans les églises, par exemple, parce qu'on dit que ça emmène les prières des gens aux dieux. Voilà, c'est la vocation de l'encens, en fait, c'est ça, c'est de faire comme une espèce d'autoroute vers la divinité. Donc là, nous, ça nous fait notre autoroute vers l'égrégore. Et donc, en utilisant cet encens-là, eh bien, on va réciter en fait cette prière régulièrement. Alors, ça peut être tous les jours si on a vraiment du temps. Autrement, ça peut être à la date anniversaire de la construction de l'égrégore. Et on va faire ça régulièrement pour alimenter cet égrégore en énergie. Et donc, lui, plus il va être alimenté en énergie, et plus il va atteindre son objectif de manière forte et puissante, quoi. Merci Vincent pour tous ces conseils. Avec plaisir. C'est déjà la fin de cet entretien. Je rappelle que votre livre « La magie des égrégores » est sorti, je crois, en 2007, mais c'est un des rares livres sur le sujet. Bravo pour cette expertise. Est-ce que vous souhaitez rajouter un dernier mot à destination de nos abonnés à propos de ces égrégores ? Surtout, faites attention à ce à quoi vous donnez votre énergie, en fait. Je crois que c'est vraiment ce qui importe. Merci Astrid. Oui, merci à vous. C'est déjà la fin de cet entretien. Je rappelle que votre livre « L'irrationnel souffle sur le monde » est sorti en début d'année 2021, je crois. C'est ça, au moment du Covid. Et un livre assez extraordinaire que je vous invite à découvrir avec une expertise inédite et précieuse sur ce sujet. Merci beaucoup Astrid de votre présence. Pour notre rituel de fin, je vais vous demander à nouveau de fermer les yeux quelques instants, si vous voulez bien. Le temps pour moi de souhaiter à tous nos abonnés un bon retour dans le monde réel. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission d'Existentiel. Chers abonnés, cher Astrid, cher Vincent, vous pouvez rouvrir les yeux.